Les contractuels du CHU de Pointe-à-Pitre étaient mobilisés aujourd'hui. Ils réclament des emplois durables pour construire leur avenir. Le reportage de Nathalie Dinane, de Moïse Dexter et de Patrick Curie est à venir dans cette édition. Capesterre-Belle-Eau en remet une couche. Les riverains ne veulent pas se satisfaire des solutions provisoires mises en place. Ils veulent durablement de l'eau dans leur robinet. Ils ont encore bloqué pour faire entendre cette revendication. Et au Gosier, la région et les partenaires économiques se sont penchés sur le tourisme aujourd'hui. L'institution régionale poursuit par le dialogue la construction du développement économique. Le reportage d'Isabelle Hameau dans un instant. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Les principaux acteurs de l'eau pensaient à apaiser la colère des riverains en adoptant un plan d'urgence pour approvisionner les quartiers les plus durement touchés par les pénuries. Mais les habitants ne l'entendent pas ainsi. Ils refusent de se contenter des citernes installées le week-end dernier. Pour la deuxième journée consécutive, le comité de l'eau a bloqué les entrées de l'hôtel de ville de Capesterre-Belle-Eau. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Nathalie Dinane. Les habitants de Routier et de Fond-Cacao ont bloqué l'accès à la mairie de Capesterre-Belle-Eau ce matin, insatisfaits des différents dispositifs proposés pour pallier le manque d'eau au robinet, alors qu'un plan d'action avait été acté le 26 octobre dernier. Une phase immédiatement, une deuxième phase à moyen terme et une troisième phase à long terme. Dans cette phase immédiate, il était question, il y avait 3 points. Il y avait le point qui concernait à remettre les agents de la CSBT sur le terrain, afin qu'ils nous fassent des tours d'eau de 24 heures, d'accord ? Et qu'ils agissent sur les suppresseurs afin de retrouver une distribution d'eau normale. Ce point n'a pas été traité du tout. La région a installé des citernes et le département, par le SDIS, les a approvisionnés, mais ce n'est pas suffisant. Depuis le jour où ça a été fait, on a eu un pack d'eau par foyer, d'accord ? Donc je pense que tout le monde est d'accord pour comprendre que c'est largement insuffisant. Et ce n'est pas ce que nous attendions. C'est une solution, nous la prenons, mais ce n'est pas ce que nous attendions. Ce qui était primordial, c'est au moins le point 1, puisque déjà il vient en 1, et que l'eau recoule dans nos robinets. C'était notre exigence. Et nous savons, après cette réunion, que les solutions existent, elles sont possibles. Il faut juste que nous arrivions à dénouer ce conflit qui paralyse les agents qui ne sont pas sur le terrain. Le comité de l'eau avait réclamé au maire, également premier vice-président de la communauté d'agglomération, une rencontre urgente à la CSBT, à Lucette Michaud-Chevry. Nous avons accepté 17 heures, mais nous lui avons demandé de montrer sa bonne volonté aussi et de venir à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Si nous ne venons pas avec de la bonne volonté, on peut être sûr que nous n'allons pas sortir avec de bonnes décisions non plus. Ces capestériens sont toujours privés d'eau, ils ne le supportent plus. La situation est tendue et risque encore de s'envenimer si les parties ne font pas preuve de bonne volonté. Et ce jeudi était aussi synonyme de mobilisation pour les contractuels du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Sur les 3000 agents de l'établissement, 10% d'entre eux ont des contrats à durée déterminée, parfois depuis des années. Aujourd'hui, ils réclament des contrats durables. Nathalie Dinane, Moïse Dexter et Patrick Curie. Les contractuels du CHU se sont mobilisés aujourd'hui pour réclamer leur titularisation. Affiliés à la CGTG, ils refusent la précarité et les mauvaises conditions de travail. Il y a certains agents qui arrivent, qui n'ont que 6 mois, ils sont titularisés et eux, ça fait plus de 4, 5, 6, 7 ans qu'ils sont là, même voire 9 ans. Il y a ceux qui sont là depuis 2007 et qui ne sont pas titulaires. Alors la direction leur dit, il faut passer des concours. Mais quand ils passent les concours, ils voient qu'en fait, ils ne passent pas. Le résultat, c'est qu'ils sont en colère et ils ont raison. Et la CGTG, nous, on soutient ces camarades. Manque de matériel, effectif insuffisant à tous les niveaux. Le personnel du CHU se plaint et la situation des précaires est encore plus critique. Le personnel va soigner les gens à domicile. Ils n'ont pas le matériel qu'il faut avec. Mais le patient, lui, l'a payé. Et résultat, ils se font agresser. Un parc automobile où des voitures sont complètement des épaves. Et le personnel utilise ces voitures avec les conséquences qu'on sait, des accidents qui peuvent se produire. Voilà la situation de dégradation. La CGTG accuse la politique de santé menée par le gouvernement qui entraîne immanquablement la dégradation du service public de santé. La direction du CHU est prête à les intégrer, mais sous certaines conditions. Évidemment, je peux comprendre leur colère puisque ça fait effectivement des années qu'ils sont dans une situation qui peut paraître précaire. Et bien évidemment, nous avons déjà engagé depuis quand même plusieurs semaines des réflexions pour pouvoir leur donner des perspectives.
Pour intégrer la fonction publique, le principe général est la réussite à un concours. Donc nous, à notre niveau, au niveau de la direction, nous souhaitons organiser ces concours. On a déjà pris cet engagement-là depuis vendredi dernier dans le cadre des discussions, dans le cadre du préavis de grève déposé par la CGTG. Donc nous sommes ouverts à l'ouverture de ces concours, à l'intégration de ces agents une fois qu'ils auront réussi ces concours, en ouvrant massivement des postes pour qu'ils puissent y candidater. Aujourd'hui, ce sont les contractuels qui grognent, demain peut-être les titulaires. La direction a entamé un vaste dialogue social et avance selon ses moyens sur les différentes revendications de tout le personnel. Au chapitre économie, au Gosier, les acteurs du tourisme de la Guadeloupe étaient invités à participer à un atelier qui s'intègre dans l'élaboration des schémas régionaux. Une initiative lancée par la région Guadeloupe. Reportage Isabelle Hameau. Grande concertation ce matin entre ces acteurs de l'économie et du tourisme. L'idée est de renforcer le développement touristique en Guadeloupe. L'objectif, initialement, c'est de se mettre d'accord sur où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'il est important, nous sommes effectivement chefs de file de développement économique, mais on ne fera pas seul. Ensemble, on va plus loin. Et il s'agit de se mettre d'accord avec les professionnels du tourisme qui sont présents ici, qu'on a invités, pour savoir ensemble le cap à tenir. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un tourisme de qualité, un tourisme de caractère, un tourisme de masse, un tourisme éclectique? Ce sont ces décisions qui doivent être prises, importantes pour les 5 ans à venir pour la Guadeloupe. La Riviera du Levant, cette agglomération regroupant les principales villes touristiques de l'île, tend à améliorer son attractivité. Sa stratégie est de renforcer le lien existant entre les acteurs économiques et ceux du terrain, à savoir les artisans, les agriculteurs, les pêcheurs et agrotransformateurs, pour améliorer la qualité des produits. Nous encourageons les hébergeurs touristiques à se classer de façon à ce qu'ils soient mieux identifiés, qui répondent à un besoin standardisé d'une clientèle qui s'est mondialisée, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas exclusivement une clientèle franco-française. Nous nous ouvrons à une clientèle internationale, américaine, nord-américaine, canadienne et européenne. Et donc nous développons des critères d'exigence. Une qualité touristique nécessaire pour l'île et ses visiteurs. Néanmoins, un certain nombre de difficultés seront à revoir. Il faut qu'on règle un certain nombre de problèmes. Le problème du transport, le problème des déchets, le problème de la sécurité. Quand un touriste se déplace, ou même nous, comme nous, on se déplace, la première des choses qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut se déplacer facilement? Est-ce qu'on peut se faire soigner en cas de pépin? Est-ce qu'on a la sécurité? Eh bien, ce sont ces questions-là que nous nous sommes posées et nous disons qu'aujourd'hui, nous devons répondre à cela. En moyenne, 98% des touristes sont satisfaits de la destination Guadeloupe. Un pourcentage constant au fil des années. Mais la Guadeloupe peut briller également à l'extérieur, notamment dans la Caraïbe. Pour aiguiller les entrepreneurs, une conférence a lieu en ce moment même au Furfleur d'Épée du Gosier. Une action organisée par le club Meet English et le conseil départemental. On écoute à ce propos Aurélie Lalande, la cofondatrice de l'événement. Elle est interrogée par Isabelle Hameau. Cette conférence, elle a pour but d'informer. Alors, nous allons informer à 3 titres, à 3 niveaux. Dans un premier temps, nous allons présenter un exemple d'une entreprise guadeloupéenne qui est amenée à travailler avec la Caraïbe, avec les industries caribéennes. Ensuite, nous aurons l'approche d'une entreprise qui accompagne ces structures dans leur démarche et nous aurons ensuite l'approche institutionnelle qui est complémentaire à l'approche de l'accompagnement des entreprises. Travailler dans la Caraïbe présente certaines contraintes, donc il faut être accompagné pour cela et c'est ce que vont nous expliquer ce soir nos intervenantes. Donc nous aurons Sylvia Fibel-Puissant qui est fondatrice de Caraïbe Factory, Naïka Pichier-Yers, qui est fondatrice et directrice d'Icône Caraïbe, qui propose un accompagnement aux entreprises dans leur démarche d'internationalisation. Et nous avons également Mylène Daomé, qui est chargée de mission à Guadeloupe Expansion, qui nous parlera un peu de l'approche institutionnelle, de l'accompagnement institutionnel proposé pour les entreprises qui souhaitent aller vers l'export. Le but, c'est de pouvoir favoriser les échanges professionnels avec la Caraïbe. Mais nous sommes dans un bassin caribéen, nous avons des îles autour de nous avec lesquelles nous pouvons collaborer. Donc commençons par travailler avec ces îles-là avant d'aller voir un peu plus loin. Nous pouvons bien entendu aller voir plus loin, mais nous avons des îles à notre portée. Ce serait bien qu'on puisse, dans un premier temps, faire la démarche avec les îles de la Caraïbe avant d'aller un peu plus loin. Il y a un constat qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une vague d'entrepreneurs guadeloupéens qui ont vraiment envie de bousculer les
choses et d'avancer dans l'entrepreneuriat. Et bien entendu, notre île, elle est petite. Et si on a envie de se développer réellement d'un point de vue économique, il faut pouvoir s'exporter. Donc, ils ont manifesté l'envie de pouvoir s'exporter et on s'est dit, bon, ben, ok, ben, dans un premier temps, ben, on va essayer de les accompagner, de leur proposer des pistes, des solutions pour pouvoir aller vers la Caraïbe et ensuite aller vers l'international de façon plus large. Et nous ouvrons une page politique maintenant. Dimanche prochain, le Parti progressiste, démocratique et guadeloupéen tiendra son 7e congrès à la salle Georges Tarrer de Pointe-à-Pitre. Marcel Giscard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, en 2 mots, je rappelle, vous êtes le délégué général, en tout cas, de cette formation politique. En 2 mots, vous êtes la résultante d'une scission intervenue au sein du Parti communiste guadeloupéen après l'effondrement du mur de Berlin et de l'ex-URSS. Est-ce que votre parti a-t-il, selon vous, évolué dans le bon sens? Et est-ce que cette scission, finalement, vous a quelque part affaibli? Non, pas du tout, puisque lors de notre création en 1991, il y a eu de l'enthousiasme attaché à une grande dose de raison qui fait que cette création a permis au parti de pouvoir d'emblée permettre aux gens de pouvoir s'exprimer. Et c'était ça le fondement même de ce parti, se réapproprier la démocratie qui avait un petit peu disparu au sein du parti précédemment. Donc nous sommes au cœur même de cela et aujourd'hui... Nous sommes en 2016 aujourd'hui. Nous sommes en 2016 et effectivement nous demeurons un parti progressiste et un parti qui est ancré dans la population et parce que c'est cela qui est important. Puisque nous travaillons avec la population et les membres du parti sont aussi des citoyens et des citoyens qui réfléchissent. Et c'est pour ça que nous réalisons nos congrès tous les 3 ans, après que nous ayons fait des conventions tous les 3 ans. Donc ça nous permet de faire un point avec les militants, de savoir où nous sommes, où nous allons. Est-ce que nous sommes toujours en lien avec la population? Parce qu'il ne s'agit pas de réfléchir et de ne pas pouvoir être écouté ou entendu par la population, mais c'est là l'objet de ce congrès. Nous allons donc débattre de sujets tels que la petite enfance, tels que les problèmes de déplacement dans la Guadeloupe, tels que les problèmes de la violence et de l'insertion, tels que le problème de l'éducation. Quelle éducation pour nos enfants, pour qu'ils puissent trouver du travail dans une Guadeloupe dynamique, responsable et solidaire, parce que nous avons des personnes âgées, une Guadeloupe qui vieillit, donc il nous faut réfléchir sur tout cela. D'un parti peut-être aussi, Marcel Giscard, qui vieillit. Pointe-à-Pitre et Sainte-Anne, ce sont les communes où vous avez gardé une certaine influence. Mais rien ne va plus, il faut le dire, dans l'ex-capitale économique qui est Pointe-à-Pitre. On voit les agressions, le sommeil économique, les impôts lourds qui font fuir les habitants. Est-ce que la municipalité que vous soutenez, celle de Jacques Bongout, a déjà démontré finalement ses limites? Faut-il peut-être passer à une autre famille? Les problèmes, les faits sont là. Non, il n'y a pas de limite. Nous sommes en pleine restructuration de cette ville-là. Et donc, vous le voyez, donc, la ville, en partie, est reconstruite dans la partie de l'Oricis de Bergevin, la sortie sud-est est en pleine mutation. Donc, quand après on voit combien d'années, M. Marcel Giscard? Mais parce qu'il faut du temps. Bon père. Non, là, il s'agit là pour le moment de programmes politiques et de programmes de développement économique. Et nous sommes ancrés dans cela. Et il s'agit de répondre aux besoins de la population à Pointe-à-Pitre, mais je rappelle que nous sommes un parti qui est ancré sur toute la Guadeloupe, à Port-Louis, à Sainte-Anne, au Moule, à Saint-François, où nous travaillons ardemment à ce que nos réflexions puissent porter dans toute la population. Donc, Sainte-Anne, effectivement, Pointe-à-Pitre, mais Pointe-à-Pitre se développe, Pointe-à-Pitre se recrée. Nous avons un développement touristique qui reprend avec pas moins de 100 bases de croisières qui va venir. Donc, la violence, effectivement, nous y réfléchissons, nous savons, elle est partout en Guadeloupe parce que... On a le sentiment que Pointe-à-Pitre concentre un peu tous les maux de la Guadeloupe. Mais parce que c'est une ville. Et quand vous êtes dans la ville, les gens viennent spontanément vers la ville et ne vont pas forcément vers la campagne. Or, il faut développer les campagnes, il faut développer la ville parce que la ville a besoin de l'attractivité. Admettez-vous qu'il y a eu à un moment une certaine négligence à Pointe-à-Pitre? Il n'y a pas de négligence, il y a une transformation de la ville. Non, pourquoi est-ce qu'il y a de laisser-aller? Non, la ville se reconstruit parce que nous avons des programmes de reconstruction, parce que la ville est en mutation, parce que la population s'est déplacée, parce que le déplacement, l'économie s'est déplacée vers
vers Jarry, qui est la résultante du fait que du développement de Paname. C'est d'où notre programme qui est du dynamisme, comment redynamiser la ville, comment redynamiser les bourgs, comment redynamiser la population pour que nous puissions créer les conditions et les voies et moyens pour donner de l'emploi et donner de l'espoir à notre jeunesse à travers l'éducation, à travers la formation. En parlant de redynamiser les communes, il y a un autre problème aussi à Sainte-Anne. Là encore, ça ne marche pas bien, les impôts vont être augmentés. Le maire veut brader, disent certains, le littoral. En tout cas, on a le sentiment que la gestion des maires, PPDG, n'est pas vraiment rassurante. Alors, pas du tout. Je m'inscris en faux concernant cette histoire à Sainte-Anne. Le maire a répondu que le littoral appartient au département. Il y a simplement un renouvellement de concession qui avait été fait pour les hôtels. Donc, il n'est pas bradé. La plage de Brajoulan demeure une plage libre. La plage de Sainte-Anne, la plage des Galbas devient des plages libres. Et donc, il n'y a pas de bradage du littoral de Sainte-Anne. Et le maire a répondu sur les réseaux sociaux à cette insertion qui est fausse. Une nouvelle majorité régionale est à l'œuvre en ce moment en Guadeloupe, bientôt 1 an. Quelle est votre analyse sur l'action politique, en tout cas celle que tente de mettre en place Harry Chalus? Mais écoutez, ils ont été élus sur un programme, la population leur a fait confiance, j'entends à ce qu'ils puissent mettre en œuvre leur programme. Nous n'avons pas partagé dans un premier temps leur programme, mais il faut respecter le verdict populaire et nous entendons, en tant que ville, pouvoir déposer des dossiers, travailler sur cela. Et donc, à mon avis, il faut permettre à ceux qui ont été reconnus par le pouvoir populaire de pouvoir travailler dans l'intérêt général de la population. C'est ce que nous, en tant que parti, nous faisons lorsque nous réfléchissons, lorsque nous disons au peuple de nous faire confiance, c'est pour mettre en place des programmes qui sont en lien avec leurs attentes, avec les attentes à la fois de la jeunesse, à la fois des personnes âgées, à la fois de l'ensemble des entreprises, parce que ce sont les entreprises, on sait, qui créent de l'emploi pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir avoir une vision de la Guadeloupe, mais également de pouvoir dire que je pourrais pouvoir trouver, à partir des formations qui sont données en Guadeloupe, pouvoir aller vendre, dans le bon sens du terme, mes compétences dans la Caraïbe, au-delà, en France ou aux États-Unis. Marcel Chigiscard, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous partons pour la Guyane, où les forces de l'ordre et de gendarmerie ont mené une opération de contrôle dans le quartier de Montjoly, où habitait justement ce conseiller général qui a été assassiné il y a 2 jours. Ils ont quadrillé la commune. On regarde le reportage de Jonathan Lariot. Le départ est brusque et la poursuite est engagée à toute allure par les agents de la BAC. Un homme en scooter, sans casque, refuse d'obtempérer aux ordres des policiers. Après une course-poursuite sur une 50aine de mètres, l'individu est appréhendé avec force. Ça va toujours très vite. De toute façon, quand on veut fuir à la police, le but du jeu, c'est de fuir. Hein. Donc voilà, c'est un peu le jeu. Hein. Là, ce soir, ça a été pour nous. L'autre soir, c'est pour eux. Voilà. C'est compliqué d'être partout. Ça serait... il faudra un coup de baguette magique ou je sais pas pour pouvoir être là sur place à l'instant T. Ça serait l'idéal. Mais voilà, de toute façon, en occupant la voie publique un maximum qu'on peut réussir. De l'autre côté, à Rémière-Montjoly, les gendarmes patrouillent à travers la ville, prêts à agir à n'importe quel moment. Vous avez toute une population autour qui est complètement apeurée. Il faut quand même reconnaître que M. Clette était sur le pas de sa porte et avec sa famille, il regardait la télé. On a surtout tous les voisins qui ont peut-être du mal à trouver le sommeil ce soir. On est là pour les aider à mieux dormir parce qu'ils ont besoin d'avoir une vie sociale apaisée. Hier soir, les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive. À Rémière-Montjoly, au rond-point de Suzini, la mobilisation est générale. Gendarmes, policiers et certains officiers de la police aux frontières, plus de 40 agents sont sur le terrain. Nous allons demander à la gendarmerie et à la police de travailler ensemble. Et notamment, nous demandons à la gendarmerie d'intervenir sur certains quartiers de Cayenne en liaison avec la police, en renfort de la police. Et il s'agit d'une coopération qui n'est pas inédite, hein, mais qui permet de renforcer nos capacités de contrôle sur la ville. Et si aujourd'hui le dispositif est un peu particulier, une telle mobilisation n'est pas tout le temps possible. Chaque service peine à quadriller ces zones. Si vous passez votre temps à attendre des effectifs supplémentaires, vous perdez aussi votre temps. Donc notre but, c'est évidemment de demander les effectifs et de les accueillir avec grand plaisir, mais c'est surtout au quotidien d'imaginer chaque fois des réponses différentes, nouvelles, de nous adapter aux formes de délinquance. Bien évidemment, tout effectif supplémentaire sera le bienvenu. Ça nous permettrait de mieux quadriller la ville et surtout d'assurer une meilleure sécurité pour nos concitoyens. Quand on voit la taille de la zone police, effectivement, nous sommes un peu courts.
mais c'est les effectifs dont je dispose pour assurer la sécurité de la ville. Hier, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve répondait aux parlementaires guyanais qu'un escadron de 90 officiers serait mis très prochainement à disposition des forces de l'ordre sur le territoire. Ces opérations devraient continuer de s'organiser durant les prochains jours, mais difficile de jongler lorsque l'on manque de mains. Restez avec nous dans un instant. Zoom sur les contrats d'engagement initiés par l'État avec un cas concret en Martinique. Et puis nous irons à la cantine de Trois-Rivières qui a mis à l'honneur la culture amérindienne aujourd'hui. Un collectif d'avocats s'est constitué pour s'attaquer aux banques qui pratiquent la méthode dite lombard sur les emprunts immobiliers. Un procédé qui permet à l'établissement bancaire de calculer le montant de vos intérêts sur la base d'une année de 360 jours au lieu des 365 prévus par la législation, ce qui lui permet de faire d'énormes bénéfices sur votre dos. Une pratique illégale. Trouvez-vous que vos banques sont trop chères? C'est la question que vous a posée Karen Diama. On vous écoute. Je pense qu'il y a beaucoup trop de taux sur certaines banques. Moi je ne vais pas citer ma banque, mais celui que j'ai choisi, j'ai dû fermer les autres et garder celui que j'ai en ce moment, les deux que j'ai. C'est là où il y a les meilleurs taux, mais les banques sont trop chères. Il y a trop de taux, déposer des chèques, faire des versements, faire des mandats et tout ça. Il y a trop de taux sur les banques. Non, c'est pas trop cher en Guadeloupe. Ça c'est des gens qui disent que c'est trop cher, mais c'est pas trop cher. Effectivement, c'est un peu cher. Je pense que c'est de l'abus, quoi. Les gens, ils font n'importe quoi. Et ils ne pensent pas aussi aux civils, quoi, à nous, quoi. Je pense qu'ils pensent qu'à eux, et c'est de foutage de gueule, ça. Et j'aimerais bien qu'ils arrêtent ça, quand même, de se foutre de nous, et d'être un petit peu plus cool et tolérant, quoi. Oui, je trouve, parce que c'est excessivement élevé, parce que dans la mesure où on dépense son argent, et puis voilà, il y a trop de frais, quoi. Et surtout lorsqu'il y a des impayés, là, c'est eux qui font beaucoup de frais. Toujours. Quand vous croyez que vous avez de l'argent, et puis en arrivant, on te dit qu'il faut payer ici, payer ça, et puis après, pas grand-chose. On ne peut pas déposer son argent quelque part dans une banque, et puis il faut payer chaque année des frais. Non seulement ça, lorsqu'on va, si on est dans une banque, et on va dans une autre banque chercher, faire des retraits aux distributeurs, c'est eux que je trouve que c'est excessivement élevé, quoi. Je crois qu'on top l'argent, top frais même. Trop intégration. Et là, regardez, c'est nous toujours qu'à douer parfois. Trop de frais, oui, c'est trop de frais, ça c'est de foutage de gueule. Mon argent est à la banque et je ne peux pas l'enlever, c'est pas normal. Quand je viens enlever 3 000 €, la dame me dit, mais pourquoi? C'est pas une question à poser, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Je pense que oui, un petit peu quand même, puisque nous sommes des citoyens modestes. Donc je suppose que s'ils pouvaient diminuer un petit peu, ce serait bien. Voilà. Mais mon espérance, c'est de voir disparaître les banques carrément. Parce que j'espère vivre dans un monde nouveau où il n'y aura plus de banques. Voilà. Et ce sera encore mieux, ça. Et sachez que ce collectif entend recueillir le plus de plaintes possible pour lancer la procédure. Ils ont créé une plateforme, celle qui s'affiche maintenant sur votre écran pour vous faire connaître. Elle est noire, il est blanc et depuis quelques années, ils font exploser de rire leur public grâce à leurs différences. Une richesse qui n'a pas été facile d'assumer dans un premier temps. Vous le verrez avec leur nouveau spectacle. Il y a un os dans la noce. Laurent Joseph, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous êtes seul. Laurent Tanguy n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Alors, vous avez annulé une date de spectacle qui avait lieu ce soir. Oui, ce soir. D'ailleurs, je m'excuse auprès des téléspectateurs qui nous regardent, ceux qui ont pris leur place. Nous avons une machine de guerre en face. Il y a plusieurs spectacles et donc nous n'avions pas assez au niveau de la billetterie. On attendait 600 personnes et bon, les gens ont décidé d'aller voir une très belle pièce d'ailleurs qui s'appelle Mars et les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. J'aurais bien aimé aller la voir aussi. Et donc c'est au Palais des Sports et ça draine énormément de personnes. Et nous, on est juste à côté à Royal Riviera. La Guadeloupe n'est pas extensible. Donc nous, on a préféré reporter la date. Mais c'est juste un report. Mais samedi, vous serez à Marie-Galante et mardi à Basse-Terre. À Basse-Terre, oui, à l'auditorium de Basse-Terre, oui. Alors vous allez présenter votre spectacle que certains connaissent déjà. Il y a un os dans la noce. De quoi parle de cette pièce? Alors c'est l'histoire, en fait, c'est Laurent qui l'a écrit avec ma collaboration. En fait, c'est l'histoire du couple Domino, en l'occurrence,
l'occurrence, qui va se marier et les parents ne sont pas d'accord. Donc le papa, il est raciste, indépendantiste, syndicaliste, on lui a tout mis. La maman, elle-même, pareil, elle nous prend pour des Zoulous aux Antilles. Et donc ils vont tout faire pour que le mariage ne se passe pas. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes, de surprises. Il y a Chris qui joue dans la pièce. Chris le chanteur. Oui, le chanteur. Et on avait déjà fait une tournée quand on est venu en août qui avait cartonné à l'époque. Et donc on est revenu à la demande du public. Mais il se trouve qu'il y avait ce truc au Palais des Sports, plus Mamie Débarque qui est un ami. D'ailleurs, on salue Mika. Et voilà, donc on était obligé d'annuler la date, enfin de reporter en l'occurrence. Mais ça nous fait de la peine parce qu'à chaque fois, c'est une malédiction qu'on a. On vient. Et puis il y a toujours des choses. En plus, on est le 10 novembre, il y a plein de trucs partout. Et nous, on est un petit peu en dilettante, quoi. Mais on reviendra. Est-ce que cette pièce est inspirée de votre propre histoire, Laurence? Non, pas du tout. Hein. Ça s'est mieux passé pour vous, en tout cas? Ah oui, bien sûr. À l'époque, oui, quand on s'est mariés, ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, je tiens à dire aux téléspectateurs qu'on n'est plus mariés. Donc, que ce soit bien clair pour les gens. Donc, je suis célibataire. C'est pas une happy end, mais bon, l'histoire continue en tout cas sur les planches avec Laurent. C'est ce qui est bien. Ouais. À travers cette histoire, quand même, vous mettez en lumière tous ces préjugés et ces difficultés que rencontrent ces couples mixtes. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les couples mixtes, les couples dominos sont acceptés en Guadeloupe? En Guadeloupe et ailleurs, hein, maintenant ça commence vraiment à... Parce qu'on dit domino noir-blanc, mais il y a domino culturel, il y a domino aussi religieux. Donc il y a plusieurs types de dominos. Hein. Il y a double 6, double 4, il y a tous les types. Et donc on parle à travers tout le monde, là, tous les couples qui ont toutes leurs différences. À travers un couple qui a une maman envahissante, il ne sera pas forcément domino, mais on parle pour tout le monde, le vivre ensemble, c'est surtout ça, et d'être tolérant vis-à-vis des autres personnes. Autrui. Et ça serait bien et ça permettrait de faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'à travers Domino, on met bien en exergue le fait que c'est très difficile pour les personnes qui sont en couple, un métro et une antillaise particulièrement. Vous l'avez quand même vécu? Oui, on l'a vécu très bien. Une anecdote? Une anecdote, il y en a tellement. Hein, on les met, on les expose et on les saupoudre d'humour dans nos spectacles. Mais c'est vrai que l'anecdote, Laurent et moi, on est tout le temps au téléphone, par exemple, on s'appelle tout le temps, mais on est professionnellement et artistiquement liés. Et c'est très bien, et moi je trouve ça super. L'anecdote pourrait être, le Malmaqué qui disait, il est sexy quand on café blanc là. Effectivement, quand on café. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant, et donc faut toujours faire d'un problème une valeur ajoutée, moi je dis. Enfin, c'est mon manager qui me dit ça souvent. Et on le fait, en l'occurrence, notamment pour d'être là ce soir. Je suis super contente. D'ailleurs, je peux faire un petit coucou, maman, bisous. Hein? J'ai le temps ou pas? Vous avez quelques minutes, quelques secondes, on dira. Une seconde seulement. Allez, fais un gros plan. Parce que la maquilleuse m'a bien maquillée. Ça Elle est géniale. Voit pas. Ça se voit. Laurence, où est-ce que vous puisez votre inspiration pour réussir à faire rire les gens? Parce qu'il en faut quand même de l'énergie, de l'inspiration, de la créativité. Des fois, mais c'est dur des fois, hein. C'est pas évident, hein. On est juste un petit humain, mais j'essaie d'être spontanée et réelle, vrai. On sent réel, quoi. J'essaie d'être le plus vrai possible, même dans mes colères, même dans mes tristesses. J'essaie d'être vrai en fait avec les gens, et je pense que les gens le ressentent. Et j'espère que vous le ressentez. Hein. Bon. Voilà. D'ailleurs, je veux aller là. Je peux pas. Non, Laurence, il faut rester avec moi sur le plateau. Oui, je voulais faire la météo, les gens. Juste ils veulent faire bienvenue. J'ai encore des questions, Laurence. Des choses vraiment intéressantes. Au départ, c'était juste comme ça pour le fun, la passion d'être sur les planches. Vous avez réussi à en faire un métier. Oui. Est-ce que vous avez, à un moment donné, imaginé que vous auriez pu avoir un tel succès? Je l'avais peut-être aussi un peu préparé, oui, c'est du travail. Hein. Autant, non, j'aurais pas cru que... Parce qu'il y a des choses qui me dépassent aujourd'hui, que j'hallucine. Je me dis, mon Dieu, même là, le fait de parler, quand même, des fois, j'ai pas mon accent, des fois, ça revient, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui me dépassent totalement, comment les gens me perçoivent et tout ça, à travers les écrans. Mais en même temps, ce truc-là, ça, comment expliquer? On n'a pas rien sans rien. Donc, tout le travail qu'il y a derrière me permet de justifier, en fait, toutes ces choses. Alors, la passion, oui, la passion, s'il n'y a plus de passion, moi, je ne fais pas. J'arrête. Donc, ma passion, c'est le théâtre, c'est la scène, c'est le chant, c'est la danse, c'est tout ce folklore que j'ai eu la chance de récupérer dans ma culture guadeloupéenne, que je renierai jamais. Que même si des gens me disent que, je suis trop joke, alors, je ne suis pas content. Voilà. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que, le travail, la passion, oui, en premier, ça c'est clair. La rigueur dans le travail, ça, c'est ça qui permet.
Même en étant humoriste. Humoriste, comédienne, je me considère plus comme une comédienne. Je fais beaucoup de choses. Là, j'ai joué dans le court-métrage de Laurent qui s'appelle La Traversée, qui a été proposé au FEMI. C'est un thriller fantastique. Je joue dans le prochain film de Eloa Prod qui s'appelle Le rêve français à côté d'Aïssa Maïga. J'ai au moins 10 jours de tournage, tout ça. Il y a plein de choses qui arrivent. J'ai mon spectacle, ça va décoiffer le 27 décembre au Trianon, qui brane quand même 1000 places à Paris. J'ai joué à La Cigale. Le spectacle sera d'ailleurs diffusé sur une chaîne concurrente, donc je ne vais pas la nommer. Mais il se passe plein de choses dans mon travail, donc je ne m'ennuie pas du tout. Ça ne s'arrête pas avec Domino. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait la pièce. Il y a donc, dans la après l'Olympia avec Domino, maintenant vous rêvez de cinéma? Oui. J'ai commencé à en faire et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais le théâtre, jamais je pourrais m'arrêter de faire du théâtre, surtout le théâtre de proximité avec les gens qui arrivent avec leur famille, des enfants qui peuvent voir du théâtre avec la grand-mère, etc., des choses comme ça. Je ne pourrais pas me détacher de ça. Donc voilà. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, ça va, ça ira. Maman, je te vois demain, c'est l'anniversaire de ma maman, donc il ne faut pas le dire, mais c'est ton anniversaire demain, big up. Et big up aussi, il y a plein de gens. Qui est-ce que je peux faire big up? Vanessa, oui, qui a fait les anneaux pour moi. Ouais, voilà, elle me suit depuis toujours. Laurence, nous partons maintenant pour la Martinique, à la rencontre de 30 jeunes Martiniquais en quête d'une seconde chance professionnelle. Ils se sont engagés dans le dispositif appelé Garantie Jeunes, qui a été initié par l'État. On regarde tout de suite le reportage de Guillaume Bakoul. Après mûre réflexion, ils ont choisi de signer. Ils sont une trentaine de jeunes hommes et filles âgés de 16 à 25 ans. Et pour eux, le dispositif Garantie Jeunes et ses 12 mois d'accompagnement sur mesure a tout de l'occasion à saisir. J'ai dit à mon projet professionnel d'ouvrir plusieurs entreprises dans différentes filières. Et donc aujourd'hui, si je suis sur ce dispositif, c'est pour qu'il puisse m'aider à monter mon dossier et à m'aider à avoir les aides qu'il y a. Moi, j'étais à l'école, je devais passer un bac, mais je n'ai pas attrapé ce bac-là. Donc, je vais essayer de faire notre formation pour y aller, pour les transports, tout ça. Si on n'a pas de revenus, c'est bien quand même. Immersion en entreprise et allocation de 470 € par mois, le projet semble coller à leurs préoccupations. Pas question pour autant de parler d'assistanat. Le contrat est bien clair. Bienvenue sur la garantie jeune, mais par contre on s'engage fermement. L'objectif c'est l'emploi, la formation, la création d'activités et l'immersion. Ceux qui sont venus pensant qu'ils vont bénéficier d'une allocation en restant à la maison, eh bien, c'est pas la peine de signer le contrat d'engagement parce qu'on ne va pas vous lâcher. Une rigueur qui a d'ores et déjà permis à la MILSEM d'accompagner plus de 450 jeunes vers l'emploi. Objectif fixé lors du lancement de la campagne en 2015. On a des phases collectives intensives où le jeune va être accompagné pour monter en compétence sur des compétences professionnelles essentielles à son insertion. Mais c'est un dispositif aussi qui requiert du jeune, de la motivation, du sérieux, de l'assiduité. Et l'expérience que nous avons pu avoir des groupes qui ont intégré ce dispositif et qui en sorte montre que les jeunes qui ont réussi, ce sont vraiment les jeunes qui ont pris dès le départ le pari d'entrer dans un nouvel engagement, dans une nouvelle dynamique. Le dispositif existe déjà dans les autres communes de la CACEM. Pour Seychelles-Chirois, l'aventure vers la vie active débute le 14 novembre. Aujourd'hui, la ville de Trois-Rivières avait des allures de village amérindien entre les œuvres monumentales et éphémères des artistes et la cantine scolaire qui affiche des menus amérindiens, de quoi nous faire découvrir la vie des premiers habitants de la Guadeloupe, Karen Diama. Dans cette cantine scolaire, les élèves découvrent depuis lundi dernier une variété de cassave sucrée-salée, ainsi que l'ingrédient principal de fabrication, la farine de manioc. Lundi, nous avons proposé de la cassave sucrée en dessert, qui est cassave à base de chocolat, coco et goyave, confiture de goyave. D'accord? Et après, nous avons proposé jeudi une giromonade avec de la farine de manioc, comme à l'ancien temps, quand nous mangions des haricots rouges avec de la farine de manioc, etc. Et aujourd'hui, nous avons proposé de la lentille avec de la cassave salée, de poisson, avec de la laitue et suivi aussi d'une brandade de moule.
avec la banane de morue que nous avons et un dessert qui est la banane. Nous avons essayé de travailler des produits locaux pour pouvoir faire découvrir aux enfants tout ce qui est cassave. Pari réussi. Après 3 jours de dégustation, les élèves se sont appropriés les traditions de nos ancêtres amérindiens, enfin presque. La cassave, c'est quelque chose qu'on mange. C'est bon, là déjà qui n'aime pas. Et la cassave que je mange, c'est fait au poisson. Est-ce que c'est bon? Oui. Tu aimes ça? Oui. Est-ce que toi tu aimes la cassave? Non. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Parce que j'aime pas le coco. Et par contre, j'aime la morue qu'il y a là-dedans. De nouvelles saveurs qu'ils ont pu découvrir grâce au thème des 4e rencontres d'art et d'histoire, l'art et la nature des Amérindiens à nos jours. La cassave, c'est un produit qui était vraiment consommé, même pas la cassave, la farine de manioc en général, un produit consommé par les Amérindiens en grande partie. Donc c'est pour ça que nous, on a adapté nos menus cette semaine en ajoutant un plat amérindien. C'est très important, d'une part, on leur a parlé, donc, de découvrir un petit peu ce que consomment effectivement ces Amérindiens et que c'est bien pour eux d'apprendre, de reconnaître l'histoire. Une histoire savoureuse qu'ils ont pris le temps de déguster. Et Karen Diama aussi s'est régalée. Place aux informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous samedi au Centre culturel de Sainte-Anne de 8h à 12h30. Et puis, si vous avez des informations à nous transmettre ou des indiscrétions, n'hésitez pas à nous appeler au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos emails à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.